Bonjour à tous, du coup, les personnes qui nous regardent en direct et à l'enregistrement. Merci d'être là. On est donc aujourd'hui ici pour la restitution d'un des groupes intercollectifs sur la thématique de la sobriété numérique. Je vais juste commencer par présenter en un mot qui est l'association et après je laisserai la main aux différents membres du groupe. Du coup, nous, l'association Les Collectifs, on est une association qui a été créée en 2021 par 27 collectifs, les collectifs étant des groupes de salariés essayant de changer leur organisation de l'intérieur. Et depuis 2021, on a bien évolué parce que maintenant on est plus de 130 collectifs dans le réseau et on fait plein de choses. On met en lien ces collectifs, on crée des ressources et une des choses qu'on fait, c'est quand il y a des questions qui sont difficiles, sur lesquelles on n'a pas de réponse, de conseils à partager, et ben, on met ensemble des membres de différents collectifs pour qu'ils puissent travailler et c'est ça qui crée ces groupes. Et aujourd'hui, on avait une question qui nous avait été beaucoup posée sur la sobriété numérique. Comment un collectif peut porter des recommandations? Quelle action il peut mener sur ce sujet? Et du coup, depuis, il me semble, l'été ou depuis quelques mois, on a lancé un groupe avec tous les membres qui vont vous présenter, du coup, leur, travail sur, ce sujet de la sobriété numérique. Et je vais pas faire, plus long en termes d'introduction et je vais laisser la main à Valérie, me semble, pour plus, une vraie introduction du travail en tant que tel. Donc tu quelque chose à rajouter, Paul? Eh ben, Valérie, je te laisse la main. Bonjour à tous. Donc je suis Valérie, je fais partie d'un collectif d'entreprises dans le secteur bancaire. Et voilà, je vais vous faire cette petite introduction. Donc vraiment pour mettre les pieds dans le plat, un chiffre à retenir, c'est que d'après un observatoire donc de l'ADEME et de l'ARCEP, qui date, donc une étude qui date de 2023, en fait, on sait que l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler d'ici 2050. Donc rien que ce chiffre, en fait, c'est motivant pour s'intéresser au sujet et essayer de voir en fait quel type d'actions peuvent être menées par les collectifs, donc les groupes de salariés au sein des entreprises, pour essayer d'atténuer cette empreinte. Donc on va partager avec vous des bonnes pratiques, mais aussi des références. Il y a beaucoup de références sur le sujet, on a essayé de les synthétiser pour vous. Des retours d'expérience aussi de ce qui a pu être mis en place. Donc là, dans le webinaire, vous allez avoir des synthèses qui vont être présentées et ensuite au webinaire, vous aurez aussi accès à des informations plus détaillées on n'aura pas le temps forcément d'aborder aujourd'hui. En tout cas, vous aurez toutes ces références dont on va parler aujourd'hui. Donc ce sujet, on a essayé de l'aborder selon on va dire, trois axes importants. C'était déjà voir par quels moyens on peut diminuer cet impact directement. Donc ça peut être l'éco-conception, mais aussi la sobriété d'usage. Comment aussi on embarque les salariés dans le sujet, parce qu'en fait, on voit bien que la sensibilisation et la compréhension peuvent aider en fait sont essentiels même à déployer ces bonnes pratiques et dans la culture de l'entreprise. Et enfin, le troisième axe qui nous paraît essentiel, c'était de garder le dialogue, être reconnu, les collectifs, en tant qu'interlocuteurs vraiment reconnus auprès des différentes directions, soit stratégiques, soit RSE, soit IT. Voilà, donc on va vous présenter les 6 thèmes sur lesquels on s'est attaché et juste en termes d'organisation, ce qu'on vous propose, c'est donc de dérouler la présentation sur les 6 thèmes et à la fin de répondre à vos questions que vous pouvez poser dans le chat. Euh, et il y aura un moment pour y répondre à la fin. Voilà. Donc je vais passer au premier thème. Donc, en fait, le début de tout, hein, finalement, la mesure de l'empreinte carbone des services numériques. Euh, Donc en fait, c'est vraiment la clé en fait pour avoir une démarche, euh, une démarche en fait de diminution de l'empreinte carbone qui vise en fait soit à atteindre la neutralité pour l'entreprise, soit de façon plus ponctuelle en fonction des usages. Voilà, donc juste la diapo d'avant, en fait, qui est celle à laquelle vous aurez accès, vous aurez vraiment
le recensement de tous les outils qu'on a pu trouver auxquels vous pouvez accéder, parce qu'en fait, ce sont des outils qui sont accessibles, donc soit qui viennent de l'ADEME, soit d'autres collectifs, et qui peuvent être utilisés pour différents usages. Donc, c'est soit pour directement les équipements, mais aussi les data centers, ou au sein du cycle de vie d'un processus ou de matériel. Et en fait, on se rend compte sur ce sujet, donc encore un autre chiffre qui est important, c'est que tout à l'heure, je vous citais l'étude de l'ADEME et de l'ARCEP de 2020 sur l'observatoire, mais il y a aussi une autre étude qui est importante, c'est celle que l'ADEME a menée, donc qui a été mise à jour en 2023 et en fait qui montre que le pourcentage, donc c'est de 4,4% du numérique sur l'empreinte carbone moyenne des Français, en fait, euh, elle tient compte, cette étude, en fait, des data centers qui sont hébergés à l'étranger. Et donc, c'est une nouveauté par rapport à la première étude de 2020. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, les data centers comptent pour presque 50% finalement de l'empreinte carbone, et ça, c'est aussi un chiffre important. Donc finalement, dans les trois axes qu'on peut considérer, déjà, c'est que c'est important pour les collectifs de s'approprier les calculateurs ou les autres outils qui sont mis à disposition de l'organisation et de pouvoir les comprendre et de pouvoir communiquer dessus euh, auprès soit des communautés IT, soit au niveau d'autres communautés qui sont vraiment juste des utilisateurs lambda de l'entreprise. Euh, Par exemple, il y a des divisions qui mettent en place des calculateurs, des simulateurs d'empreinte carbone au démarrage des projets, mais finalement, ces outils-là ne sont pas forcément communiqués au sein des directions et c'est au travers des communautés que ces outils sont plébiscités. Voilà. Le deuxième point, c'est aussi de pouvoir continuer à objectiver l'impact des actions qui sont promues par les directions ou les collectifs. Par exemple, il peut y avoir des actions qui ont été mises en place pour sensibiliser les collaborateurs sur le nettoyage de leur boîte mail. Donc, c'est un peu, comment dire, euh, à la marge l'impact sur ces sujets-là, mais en fait, ça permet d'embarquer les salariés de façon beaucoup plus large sur le numérique. Et surtout, on a pu mettre en évidence, grâce à ces calculateurs d'empreinte carbone, l'impact réel que ces ateliers avaient eu. Donc, ça permet d'objectiver en fait l'efficacité de ces ateliers. Et enfin, en fait, le troisième point donc, que je citais en introduction, c'est vraiment de garder une posture constructive et une coopération avec les instances corporate de l'entreprise, parce qu'en fait, euh, c'est dans les deux sens. On a besoin d'eux et ils ont besoin de nous aussi, soit pour communiquer plus largement sur des mesures qui sont prises, soit pour nous essayer d'influer sur les décisions qui peuvent être prises aussi dans l'entreprise. Et c'est une relation de confiance qu'il doit y avoir. Alors, ça a plusieurs aussi aspects, c'est-à-dire qu'il faut, comment dire, garder le contact, ne serait-ce que pour maintenir une cohérence entre les actions des collectifs et les différentes directions. Par exemple, ça peut être sur les hypothèses qui sont prises pour les différents simulateurs qui sont utilisés. Ou aussi, par exemple, en termes d'expertise métier, par exemple, au niveau des achats, c'est important qu'il y ait les métiers qui soient associés et du coup, les collectifs peuvent avoir un rôle à jouer pour proposer en fait aux achats, par exemple, des calculateurs qui vont dans un sens ou dans un autre. Voilà, puisque plusieurs hypothèses peuvent être prises. Et enfin, je dirais, c'est un peu la conclusion, c'est en termes de communication et de stratégie, finalement, on voit que un facteur qui a beaucoup d'impact, c'est l'aspect économique. De plus en plus, le numérique, ça a un coût.
le coût de plus en plus important, et c'est au travers de ça qu'on peut aussi influer sur la stratégie ou la communication, l'usage qui est fait du numérique en général dans l'entreprise. Voilà, et donc vous retrouverez toutes ces informations dans la fiche qu'on a vue précédemment et aussi ben, peut-être des discussions qu'on pourra avoir après dans la séance de questions-réponses. Et là, je passe du coup la parole à Renaud qui va vous parler de l'éco-conception. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En effet, quand on a fait ce travail de mesure, et de toute manière, quand bien même on ne l'a pas fait complètement, parce que on continue à construire son SI au fil de l'eau. Le concept central, finalement, qui va être décliné en fait sur les présentations qui vont suivre, sur l'IA, sur les achats, sur tout un tas de secteurs. C'est une démarche qui consiste à réduire les impacts euh, environnementaux, mais aussi sociaux, hein, qu'on peut avoir tendance à oublier, des équipements, des produits ou d'un service numérique tout au long de sa vie. Et dans les entreprises, hein, c'est principalement des services numériques hein, qu'on développe avec de plus en plus hein, des pratiques qui sont externalisées hein, avec la mode ou la tendance du cloud. Et ça que là, à l'intérieur de l'éco-conception, moi j'y place aussi les achats numériques responsables, puisque toute une partie du SI qu'on fait dans une entreprise, ça passe par les achats. Et on en parlera de manière spécifique là, dans cette présentation. Et puis, il y a le SI qu'on fait soi-même. Et là, c'est un sujet qui est assez transverse, même au sein des acteurs d'une DSI. C'est partagé entre les architectes, les analyses fonctionnelles. Chacun est un levier jusqu'à ceux qui ont des développeurs. Hein. Toutes les entreprises n'ont pas internalisé des développeurs. Et il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Hein. Elles seront présentées là aussi sur la slide suivante. Il faut faire son marché, hein, finalement, définir sa propre ambition et définir un cadre et une gouvernance pour vérifier sa bonne application. Parce que on doit se les approprier. Hein, il y a un certain nombre de principes pour atteindre un SI qui est sobre, utile, utilisable et utilisé. Hein, c'est les mantras du Green IT, avec une grosse composante de changement un peu des cultures, de tous ces interlocuteurs qui, dans l'entreprise, participent à la définition et à la construction du paysage informatique. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est décliné ensuite cette notion de éco-conception, c'est l'objectif qu'on a sur tous les autres sujets qui vont être présentés. Et je vais donner notamment la main à Gabriel pour l'application de ces principes-là à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, merci Renaud. Donc moi, je vais vous parler rapidement. On va faire un petit zoom sur l'intelligence artificielle. Il nous semblait important, étant donné les impacts et les risques inhérents à cette techno, d'en parler, d'en faire un slide à part entière. Alors, comme pour les autres thématiques, vous retrouverez dans le support une diapo complète avec, donc voilà, que Massimo partage, une diapo complète avec donc tous les éléments qu'on a pu collecter sur l'intelligence artificielle. Et donc, dans le slide suivant, plus synthétique, moi, je voulais mettre l'accent sur donc quelques points. Alors, tout d'abord, rappeler que l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative, c'est celle qui défraye la chronique en ce moment. Par exemple, pour ChatGPT, c'est 1 milliard d'utilisateurs par semaine actuellement. C'est le service numérique qui a été le plus rapidement et le plus massivement déployé de toute l'histoire du numérique et de l'informatique. Donc, c'est colossal, ça porte une ambition et un potentiel que l'on sent très important. Par contre, ça ne doit pas nous faire oublier les impacts et les risques qui sont associés à cette très haute techno. Donc, l'IA, oui, mais avec une utilisation raisonnée et responsable. Donc, on met en avant
5 points. Alors, le premier, on en a déjà parlé, Valérie en a un petit peu parlé, c'est de sensibiliser les équipes, de se former à cette techno-là et surtout de se doter de principes d'utilisation responsable. Donc, on a mis en avant la charte de l'IA responsable qui est disponible sur le site de l'INR et qui porte 4 principes pour concevoir et déployer une IA responsable. Donc, il y a le lien dans le support. Ensuite, on a la logique quelque part tout simplement une logique d'éco-conception pour éviter, donc voilà, c'est des principes que l'on vous propose de garder en tête, éviter, réduire et compenser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement avec l'IA? Ça veut dire tout d'abord engager la discussion, se questionner sur les besoins. Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une IA et notamment d'une IA générative? Est-ce qu'on peut faire sans, avec une solution sans IA? Donc voilà, c'est faire jouer l'intelligence collective pour questionner le besoin, d'une part. Ensuite, lorsqu'on décide d'utiliser l'IA, il faut savoir qu'il y a plusieurs IA. En fait, il n'y a pas qu'une IA générative, il n'y a pas que les gros systèmes qui existent, il y a une foultitude d'IA différentes. Donc, c'est d'adapter et d'adopter plutôt les modèles les plus pertinents au regard des usages et des besoins. Donc, de choisir les plus petits modèles pour répondre aux besoins. En regardant le matériel, la quantité de matériel qu'ils mobilisent, la consommation d'énergie, etc., etc. On va rejoindre l'idée de la mesure du début. Ensuite, de s'assurer, une fois qu'on l'a déployé, une fois qu'on l'utilise, s'assurer à tout moment de sa bonne utilité. Donc de le surveiller, de mesurer éventuellement les effets rebonds, les changements de comportement qu'il pourrait y avoir, et aussi de voir s'il n'y a pas des services qui pourraient être supprimés et donc remplacés par un service à base d'IA que l'on aurait déployé. En fait, c'est à tout moment se poser la question du poids des risques et des impacts au regard des usages et des besoins, et de veiller à tout moment à ce que cette balance, quelque part, pèse toujours du côté des... en tout cas, que les usages et la valeur ajoutée pèsent plus que les risques et les impacts associés à l'IA, et notamment l'IA générative. Donc, vous retrouvez dans le support voilà, le lien vers la charte de l'IA responsable qui rappelle quelques bons principes d'utilisation de l'IA et beaucoup de ressources aussi pédagogiques pour se former, se sensibiliser aux enjeux de l'IA et surtout de l'IA générative. Voilà, je vais laisser la main maintenant à Yvan qui va nous parler de culture collective sur la sobriété numérique. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Donc effectivement, pendant longtemps, la sobriété numérique, c'était abordé comme un sujet technique, peut-être un peu trop technique, avec des référentiels, des guides, des chiffres. C'était essentiel, mais c'est souvent perçu comme lointain, trop lointain. Et donc une chose est devenue claire, c'est que former et sensibiliser ne suffit pas forcément. En effet, si les usages ne changent pas, l'impact ne suit pas. Donc ce qui manque, ce n'est pas la connaissance, mais c'est l'envie d'agir ensemble. Et c'est pour ça que le collectif, et notamment sur la sobriété numérique, est capital. Donc créer une dynamique collective, il faut que ce soit, c'est quand ça devient une dynamique collective et que c'est pas une injonction. Effectivement, quand les collègues et le collectif s'approprient ces sujets, se parlent entre pairs, partagent les pratiques. Donc c'est là que ça va déclencher et que ça va permettre une vraie action. C'est souvent des actions très simples hein, qui font la différence. C'est que le collectif doit avoir, par exemple, une newsletter interne, mensuelle, courte, inspirante, avec des chiffres clés, des cas concrets, euh, potentiellement des actions à tester chaque semaine, des temps de formation entre collègues. Ça peut être plein de bonnes pratiques, ça peut être des ateliers de la fresque numérique, ça peut être beaucoup de choses. Et à ce moment-là, une fois que la dynamique est mise en place, on passe de je comprends à j'agis. Et ça, c'est vraiment le pivot qui est important. Si on revient juste sur la slide d'avant, c'est un exemple assez intéressant qui a été fait par un groupe de travail bancaire, effectivement, où on rend tangible un petit peu un exemple assez simple qui est le poste de travail. Le poste de travail, celui qu'on utilise tous les jours, donc ça montre effectivement un poste de travail classique avec environ 1,4 tonne équivalent de CO2.
Ce qui est frappant et ce qui marque tout le monde qu'on lit très simplement, c'est pas l'électricité, c'est pas l'usage quotidien qui a un impact, c'est dès la fabrication que ça se joue, cet impact. Et c'est exactement ce que la sobriété numérique devient une affaire collective par cette compréhension-là. Par exemple, on peut bouger ne pas renouveler son poste de travail ou potentiellement aller sur une virtualisation de son environnement de travail. Tout ça, ça permet effectivement de reculer, se reculer tout ça. Donc, pour conclure un petit peu sur la dernière slide, donc vous retrouverez effectivement toutes les informations. Donc, diffuser les bonnes pratiques, transformer et sensibiliser les actions. Il faut quand même qu'on soit aligné avec la stratégie globale et puis valoriser l'action individuelle. Là, on a l'exemple du l'INR, c'est de mettre en avant effectivement, de mettre en avant et de valoriser le travail personnel. Donc, la sobriété numérique ne se décrète pas, elle se raconte, se partage et elle se vit collectivement. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Et je laisse la main à l'étude d'après. Oui, merci beaucoup Yvan. Donc moi c'est Cécile et je vais vous parler du levier des achats responsables. Donc il faut savoir déjà que la fabrication des équipements IT représente jusqu'à 80% des impacts environnementaux. Donc c'est énorme. Et, déjà, au niveau des achats, la démarche pour le numérique doit s'inscrire aussi dans une démarche plus globale d'achat responsable. Et là, un des référentiels intéressants mis en place, c'est le référentiel relations fournisseurs et achats responsables, créé par le Conseil national des achats et par le médiateur aux entreprises. Et là, ça prend en compte toutes les dimensions, donc notamment une bonne rémunération des fournisseurs, ainsi que les pays à temps. Un concept clé qui est marqué ici en jaune, c'est l'ACV, l'analyse du cycle de vie, qui doit être intégrée dans les achats, notamment la partie éco-conception, jusqu'à la fin de vie, qui en général est un angle mort et oublié. Et d'autre part, les achats, eux, sont chargés de répondre à des besoins métiers et de pouvoir voilà, mettre en place ce dont ont besoin les collaborateurs. Et justement, à partir de ces discussions avec les besoins métiers, les achats peuvent définir une stratégie de renouvellement du matériel. Et là, il y a des pratiques assez simples, comme prolonger la durée d'utilisation des ordinateurs et des smartphones. Regarder aussi si c'est possible d'acheter du reconditionné et voir également évaluer la possibilité de partager des dispositifs pro et perso, même si c'est peut-être plus difficile au niveau de la confidentialité des données. Les achats également vont faire une analyse de risque des fournisseurs potentiels. Et pour la partie RSE, les acheteurs peuvent s'appuyer sur des plateformes, notamment la plateforme EcoVadis, qui se veut comme un référentiel de toutes les entreprises, et notamment une cartographie des chaînes d'approvisionnement. Et là, ça permet également de comparer différents fournisseurs dans des domaines, dans des secteurs différents. Et enfin, là, en tant que recommandation, c'est de donner quand même un poids relativement important, donc comme guide 15% minimum pour les critères RSE. Donc là, on se focalise plutôt sur la partie environnement. Donc dans ces 15%, on pourrait, ça permet également de distinguer différents critères. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, l'impact, l'empreinte eau, l'impact sur la biodiversité et également la mise en place, si le fournisseur a mis en place une démarche d'éco-conception. L'idée aussi, c'est d'intégrer ces critères RSE après dans le contrat, comme des KPI qui peuvent être suivis tout au long de la relation, avec le fournisseur. Et pour finir, pour les collectifs qui veulent démarrer, sur ce sujet-là, on vous recommande le closier numérique responsable qui a été élaboré par, 20 organisations, 20 entreprises, du secteur bancaire, assurantiel, énergie, grande distribution. Donc ça vient vraiment du terrain.
Donc, ils se sont inspirés, Bah, et je Olivier pense, Lemaître, il n'avait du pas guide des répondu. achats. Et, Parce que je pense que la Steph, elle veut absolument qu'on la joue. Donc, excuse-moi, Annie, quelles sont les arrêtez vos responsabilités micros. si la CCI a Pensez moins à 10 couper hein. vos micros. Coupez un micro, merci beaucoup. C'est bon. Donc, oui, je disais que ce closier numérique a été donc, c'est un travail collectif de différents employés du secteur assurantiel, bancaire, énergie, grande distribution, etc. Et en fait, c'est hyper bien. Il y a des questions simples pour comment, quelles questions je peux poser à mon fournisseur si je veux acheter du matériel, si je veux déployer un cloud. Donc, c'est par section. Et il y a également non seulement les questions, mais aussi le niveau d'exigence attendu. Le must-have, ce qui serait obligatoire, et le nice-to-have. Voilà, donc ça, c'est une des ressources qu'on vous recommande là. Et dans la page précédente, il y a également d'autres ressources qu'on vous recommande. Voilà. Et là, je passe la main à David pour la partie gouvernance. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler un petit peu de gouvernance, hein, parce que vous l'avez vu jusque-là dans la présentation, il y a énormément de leviers possibles hein, pour un salarié membre d'un collectif ou pas d'ailleurs, hein, pour agir sur ce sujet-là. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on réussit à provoquer ce passage à l'action dans l'entreprise. Donc, nous, la démarche qu'on pose ici, c'est d'utiliser globalement les habitudes de l'entreprise, hein, ce qu'on a appelé la culture de l'entreprise, voire la raison d'être hein, pour les entreprises qui en ont une, parce que souvent, elle peut être un vrai levier pour pousser ces sujets. Et il faut faire l'exercice d'aller identifier les personnes qui peuvent nous aider dans l'entreprise, hein, ce qu'on a appelé les alliés, et particulièrement trouver un sponsor qui pourrait être supporter de la démarche, hein, donc à un niveau suffisamment bien placé dans l'entreprise. Donc, par exemple, ça pourrait être une personne au sein des équipes RSE, hein, donc responsabilité sociale et environnementale. Hein. On ne m'entend pas bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort, pardon. Donc, responsabilité sociale et environnementale. Donc, qui peuvent être potentiellement vraiment des bonnes personnes pour être interlocuteur sur ce sujet-là. Les autres leviers possibles, c'est de s'appuyer sur les co-bénéfices de la démarche, et en particulier, on en a déjà parlé, mais les co-bénéfices financiers. Donc, c'est pour ça que je parle ici de FinOps. Hein. Donc, le FinOps, c'est la démarche, c'est un terme hein, qui représente la démarche d'optimisation financière des infrastructures informatiques. Voilà, donc le fait de faire du FinOps, c'est moins d'infrastructures, donc c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre. On peut s'appuyer sur ces éléments-là et les pousser en allant encore plus loin, en rajoutant cette notion d'impact environnemental. Et on peut parler à ce moment-là de Green FinOps. Le point suivant concerne la mise en place d'indicateurs, hein, d'objectifs, de pilotage. Donc, c'est comment est-ce qu'on va faire entrer dans les indicateurs de l'entreprise ce sujet. Voilà, donc il faut là aussi identifier quels pourraient être les indicateurs qu'on pourrait mesurer. On parle souvent du carbone, hein, qui pourrait être un indicateur intéressant, mais ce n'est pas le seul. Voilà, et donc là, j'ai deux exemples qui sont proposés ici. Hein. Donc, par exemple, des entreprises qui s'engagent à ne pas augmenter l'empreinte numérique, donc en carbone, de l'entreprise sur la décennie entre 2020 et 2030. Donc ça tire plein de choses. Hein. Ça tire la mesure, et puis derrière, ça tire le fait de faire de l'optimisation, parce que si on ne fait rien naturellement, ça croît. Donc si on s'engage à ne pas augmenter, ça tire un vrai dispositif, une vraie organisation pour éviter cette augmentation. Et un autre exemple, et là je vais en profiter pour répondre à Dorothée tout à l'heure qui a posé la question dans le chat, donc 50% de baisse de la taille des boîtes mail en 3 ans, donc c'est un exemple qui a été constaté également dans une entreprise. Alors ce n'est pas forcément quelque chose qui va avoir un véritable impact environnemental, parce qu'on va peut-être gagner quelques gigas, quelques terras de données, et ce n'est pas ça qui fera la différence. Par contre, c'est un vrai levier pour aller toucher tous les collaborateurs. Donc là, on revient
sur le sujet de la sensibilisation et du passage à l'action des collectifs. Voilà, donc je vous propose ici un petit lien sur la stratégie des alliés. Donc la stratégie des alliés, c'est une méthode pour identifier les parties prenantes et les qualifier, identifier quand elles vont être les promoteurs, les détracteurs au sein de ces alliés et s'appuyer sur les promoteurs notamment pour faire avancer le sujet. Alors ensuite, on va vous partager un petit cadeau qu'on a également produit dans le cadre de ce groupe de travail. Donc ce sont 2 infographies. Voilà, donc des infographies en fait qui vont, si tu peux passer sur la première, voilà, et la deuxième. Si tu peux mettre la première, Massimo. Donc deux infographies en fait qui sont comment faire durer son smartphone et son ordinateur. Donc là, par exemple, sur le smartphone, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'augmenter l'autonomie de la batterie. On sait que c'est un critère assez vite limitant sur les téléphones. Donc, il y a un certain nombre de paramétrages qu'on peut faire sur son smartphone qui permettent d'augmenter l'autonomie de la batterie et donc, par conséquent, de le conserver plus longtemps. Voilà. Et en tant que collectif, on peut faire en sorte de proposer, par exemple, des sessions de paramétrage commun. C'est aussi l'occasion de discuter avec ses collègues sur cette problématique-là. Voilà, donc ça, c'est une petite infographie que vous pourrez partager à vos équipes. Et pour la suivante, je passe la main à Agnès. Oui, voilà, j'ai pu participer à cette infographie pour les éco-gestes sur l'ordinateur. Donc, on a essayé de collecter un certain nombre de bonnes pratiques que les collectifs peuvent essayer de faire passer dans leur entourage. Comme on l'a dit déjà, c'est vrai que la fabrication, c'est ce qui compte le plus dans l'impact environnemental. Donc, la première chose qu'il va falloir essayer de faire, c'est de prendre soin de notre matériel pour éviter de le renouveler trop souvent. Comme dit juste avant, c'est vrai que la batterie, c'est souvent un point sur lequel portent les premières plaintes. Donc, essayer de préserver sa batterie en l'utilisant correctement. Donc, avoir des charges courtes et régulières pour avoir toujours un niveau entre 20 et 80% de la batterie. Couper ces appareils quand ils ne sont plus utilisés. La sobriété, et le prendre soin de son ordinateur, c'est aussi vraiment physiquement de protéger son appareil, de ne pas l'exposer à des températures extrêmes, de ne pas l'utiliser par exemple sur un drap ou quelque chose qui va empêcher la ventilation. Et donc voilà, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui vont participer à maintenir l'appareil en bon état. Et puis, c'est aussi la sobriété numérique, c'est de faire attention à l'économie d'énergie. Donc, vous pouvez mettre en œuvre des modes d'économie d'énergie, baisser la luminosité, désactiver certaines choses comme les données mobiles, le Bluetooth, le Wi-Fi quand on n'en a pas besoin. Et puis même au niveau de l'utilisation, de l'usage qu'on a sur le PC, sur Internet notamment, de mettre en favori les sites qu'on utilise très souvent pour éviter des recherches qui se multiplient, de taper les noms des sites que l'on connaît directement. Voilà, de couper les onglets de navigation quand ils ne sont pas utilisés, d'éviter d'avoir une multiplication d'onglets ouverts. Voilà, et puis du tri, ça a été évoqué aussi, du nettoyage numérique pour ne pas surcharger et utiliser et faire de la surutilisation de data. Voilà, faire du tri, désactiver l'IA dans les recherches, voilà, faire des choses comme ça. Et donc, comme l'a dit Yvan tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas seulement de le dire, mais de passer à l'action collectivement. Donc, les collectifs peuvent, par exemple,
c'est une idée, organiser des petites sessions où les gens vont pouvoir collectivement passer à l'action directement en faisant ces petits éco-gestes, ces paramétrages écologiques sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Donc voilà, vous retrouverez cette collection de bonnes pratiques, ces 2 infographies, elles vous seront remises ensuite. Et donc, je pense que c'est Anne peut-être qui va reprendre pour terminer. Bonjour à tous. Anne, je suis membre d'un collectif au sein de ma précédente entreprise et je suis aussi bénévole au sein de l'association. Je vais essayer de conclure rapidement pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour les questions-réponses. Nous tenions à remercier toutes les contributrices et les contributeurs de ce groupe de travail pour leur implication tout au long de ces derniers mois, qu'il s'agisse des membres du groupe de travail, mais aussi des animateurs et animatrices, ou encore du soutien de l'association Les Collectifs. Notre groupe de travail a rassemblé, comme vous l'avez vu, des collaborateurs issus de secteurs d'activité variés et engagés au sein de différents collectifs de salariés. Et c'est une diversité qui a fait toute la richesse de ce groupe de travail. Et grâce à vous tous, les livrages que nous venons de partager ont vu le jour. Et ça démontre encore une fois que l'émulation collective peut se transformer en une belle réussite. Donc, merci encore à tous et à tous pour cette belle énergie au sein de ce groupe de travail. Comme on l'a dit au départ, les documents détaillés seront disponibles ensuite au webinaire ainsi que le replay. Et juste pour conclure très rapidement, dans la continuité de nos 6 thématiques, je vous propose quelques questions simples à vous poser individuellement ou collectivement en entreprise. On peut notamment s'interroger sur ses propres usages. Combien avez-vous d'équipements numériques? Quels âges ont-ils? Sont-ils optimisés? Quels usages numériques sont-ils vraiment essentiels? Par exemple, notamment dans le cas de l'IA générative, dans quel cadre elle vous apporte une vraie valeur ajoutée? Le but aussi, c'est d'éclairer les usages en entreprise. Quel service numérique mérite vraiment les ressources qu'il mobilise, que ce soit l'énergie, les données, les personnes? Quel est l'âge du parc numérique de votre entreprise? Et puis, comme on l'a vu, qui sont vos alliés pour avancer vers une numérique plus responsable? L'idée, c'est bien entendu de ne pas tout changer d'un coup, mais plutôt d'identifier déjà un premier petit pas, que ce soit dans votre quotidien ou aussi au sein de votre collectif. Et puis, je vais laisser maintenant la parole à Massimo et à Paul pour prise des questions. Merci à tous. Je ne sais pas si tu veux prendre la main, Massimo, vu que tu as le partage. Ouais, je veux bien Juste te avant faire. juste avant les questions, je voudrais vraiment remercier énormément Anne pour tout ton travail d'animation de ce groupe thématique. Merci beaucoup. Merci également à Nathalie, à Clément et à toi aussi, Massimo, pour votre participation à cette animation. Ça ne pourrait pas se faire sans vous. L'asso, nous, on est là pour répondre aux besoins, aider des salariés engagés, où qu'ils soient, mais franchement, ces groupes thématiques, on ne peut pas les faire sans qu'il y ait des personnes à l'animation. Donc vraiment, merci, merci, merci beaucoup. C'est pas un groupe thématique facile, c'est un sujet qui est large, qui est hyper intéressant et pour autant qui est à la fois qui est à la croisée entre les enjeux techniques et les enjeux de gouvernance. Donc bravo pour ce rendu. Et franchement, c'est une magnifique restitution que vous venez de nous faire parce que je pense que ça va être très utile pour beaucoup de gens. On passe aux questions? Nathalie, Anne, Clément, Massimo, etc. N'hésitez pas si vous voulez en prendre certaines en premier. Sinon, je les fais dans l'ordre. Je sais qu'il y en a déjà une auquel tu as pu répondre, David, au fil de l'eau. Donc, on peut essayer de prendre aussi des questions sur les enjeux de mesure, comme celle auquel tu as déjà répondu. Il y a eu une question sur est-ce que l'on parle principalement des impacts environnementaux et non sociaux dans ces mesures-là? Est-ce que quelqu'un peut la prendre? Rapidement, moi, au sein de l'éco-conception, on peut intégrer la partie accessibilité, qui est un des moyens, on va dire, proactifs de prendre en compte ces impacts sociaux. Et ensuite, il y en a un certain nombre qui sont un peu, on va dire, cachés, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui sortent sur les petites mains de l'IA, si on va très loin, pour fabriquer les matériels, l'impact métaux, où ils sont sourcés, etc. Donc des impacts sociaux, il y en a énormément qui sont assez éloignés de nos actes quotidiens. Celui qui est le plus proche pour moi, c'est la partie accessibilité, on va dire.
J'ai vu passer une main levée d'Acer. Je ne sais pas si tu voulais poser une question à l'oral ou Oui, rebondir. je peux Vas-y, compléter. En fait, c'est moi qui ai posé vas-y. la question. Bonjour, bonjour à tous et merci pour cette restitution hyper claire. Je trouve que c'est bien nécessaire. Je me pose sincèrement en fait la question de toujours prendre en fait le scope du CO2, le prisme du CO2 pour lire ce genre d'enjeu. Euh, Peut-être que pour les Parisiens, vous êtes allés voir l'expo en fait au Jeu de Paume avec les travaux de Kate Crawford. Vous avez peut-être participé aussi au contre-sommet de l'IA et vu les travaux d'Éric Sadin, les travaux aussi de Célia Isoard, en effet, sur la matérialité en fait du numérique et les mines qu'elle a visitées hyper précises, et aussi les travaux sur barbarie numérique du sociologue Fabien, moi, je me souviens plus son prénom, et on voit très bien en fait que les impacts, la matérialité, elle va au-delà des enjeux de CO2 et cette matérialité géopolitique que l'on vit aujourd'hui, également sociale. Je trouve que là, il y a quand même un enjeu qui est d'une humanité qui remet en fait l'humain et la nécessité d'humanité au centre. Donc, je voulais avoir, en fait, si vous aviez traversé dans vos travaux des choses et que finalement, le CO2, c'est ce qui fait consensus aujourd'hui dans vos entreprises, ou si on pourrait ouvrir des angles beaucoup plus sociaux, sociologiques, sociétals, anthropologiques aujourd'hui sur ce sujet-là. Merci. Je peux peut-être tenter une réponse, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des entreprises partent sur le CO2 tout simplement parce que c'est l'élément le plus facilement mesurable et que indirectement, si on améliore le CO2, ben, quelque part, dans la plupart des cas, c'est pas toujours vrai ce que je dis, mais dans la plupart des cas, on améliore tout le reste. Donc c'est un bon point d'entrée parce qu'il faut bien démarrer par quelque part et souvent le CO2 c'est quand même aujourd'hui, même si c'est pas parfait, l'indicateur sur lequel on a le plus d'outils et celui qui est le plus facilement comparable, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un point d'entrée, mais on est bien d'accord sur le fait que c'est pas le seul. On pourrait citer aussi, par exemple, les impacts environnementaux avec l'eau, la consommation d'eau, qui commence à être un indicateur qui prend de l'ampleur. Mais pourquoi il prend de l'ampleur? Tout simplement parce que là aussi, ça devient de plus en plus mesurable. Voilà. Si on commence après, derrière, à aller parler d'impact humain au niveau de l'extraction des métaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a déjà, ce sont des indicateurs pas faciles à mesurer. Et voilà. Donc, c'est beaucoup moins tangible. Et du coup, c'est pour ça qu'on les utilise moins, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est pas pour ça qu'on les a pas, qu'on les connaît pas et qu'on les a pas en tête. Ouais, et pour moi, ça peut rentrer dans la sensibilisation, hein. C'est des choses, il faut en parler quand on sensibilise, et c'est important. J'espère que j'ai bien répondu. Merci beaucoup, David. J'enchaîne avec d'autres questions qui nous ont été posées. J'essaie d'en trouver qui sont plutôt en lien. Toujours sur la mesure, on en a deux sur l'IA. La première, est-ce qu'on a des chiffres sur l'usage de l'IA générative par les collaborateurs? Usage au sens à quoi est utilisée l'IA dans l'entreprise aujourd'hui? Avec l'exemple, je crois que c'était Laure qui partageait ça. Dans mon entreprise, on me dit que c'est une goutte d'eau et que ce n'est pas là qu'il y a des enjeux dans l'usage responsable de l'IA. Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? Et la deuxième question sur l'IA, parce que peut-être que ce sera la même personne qui répondra, existe-t-il une ressource qui regroupe tous les sites d'IA générative avec notamment leurs spécificités et leurs impacts pour pouvoir choisir la plus pertinente? Vous avez listé plusieurs ressources, mais est-ce qu'il y en a une parmi celles-là que vous voulez pointer du doigt? Je ne sais pas qui souhaite prendre cette question. Sur l'usage de l'IA au sein du groupe, quelqu'un a fait une entreprise qui était plus avancée dans les mesures et qui effectivement nous indiquait que l'utilisation, dans ce cas, c'était la vérification, je ne me rappelle plus si c'était des RIB ou d'un type de document qui était en volume hyper important dans son entreprise. Et effectivement, ce type de choses, ça peut prendre vraiment
une part hyper importante par rapport aux usages individuels. Mais je pense que c'est un petit peu du cas par cas. Et j'ai pas connaissance, moi, de chiffres vraiment opposables, hein. Et de toute manière, sur l'IA, c'est bien le souci qu'on a. Moi, j'ai mis la référence de l'article de Bon Pote. Il n'y a pas suffisamment de transparence. Même tous les chiffres qu'on a, c'est des approximations qui cachent tout un pan de réalité auquel on n'a pas accès actuellement. On peut juste supposer un certain niveau d'importance, mais c'est assez encore subjectif à ma connaissance. Ouais, si je peux compléter un petit peu, effectivement, il y a l'impact de l'IA par rapport aux usages des outils. Et effectivement, là, c'est à votre société, puisque effectivement, dans les reporting, il n'y a pas forcément des reports propres et qui mettent à disposition l'usage de l'IA. C'est aussi aux clients de demander effectivement ce reporting-là. Donc, je pense que les collectifs peuvent appuyer un petit peu au sein de la DSI pour remonter ces choses-là. Et puis, pour reprendre un peu un usage annexe de l'IA, comme effectivement tu l'expliquais sur des analyses de factures ou ce genre de choses, ça fait aussi partie de l'éco-conception. Quel modèle d'IA on utilise? Est-ce qu'il est le plus adapté? J'espère que ça appuie un peu plus la réponse. Je ne sais pas si je peux compléter, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux tendances. Il y a une tendance en termes de change, à essayer de faire adopter l'IA par tous les collaborateurs et du coup un petit peu à promouvoir dans tous les sens. Et en même temps, d'avoir un discours, et ça peut se passer dans les mêmes entreprises, hein, d'avoir un discours de dire on va axer l'utilisation de l'IA sur quelques use cases pour déjà pas partir dans tous les sens, pour une raison aussi économique, et puis aussi avoir en tête l'impact que ça peut avoir. Mais j'ai l'impression que les deux tendances peuvent parfois être faites en même temps, en fait, dans la même entreprise. Je sais pas si c'est quelque chose qui est partagé dans d'autres milieux, mais moi j'avais l'impression que c'était ça. Et dans le chat, on a eu quelques exemples d'alternatives et ou un outil pédagogique de comparaison partagé par Renaud et mené par Betago, communauté de l'État. Je vais partager d'autres questions pour qu'on essaie de balayer un peu tous les grands sujets qui ont été évoqués dans les questions. La première, sur l'éco-conception, est-ce qu'il y a une étude qui met des chiffres sur les bénéfices de l'éco-conception? Je me demande s'il n'y a pas eu une réponse dans le chat à un moment. Oui, il y a eu deux types de réponses. Ouais. C'est Gabriel, oui, j'ai fait une réponse, j'ai mis en avant une étude qui est récente de Fruger et EY sur effectivement, c'est un baromètre de l'éco-conception, mais qui met en avant des avantages, des résultats concrets qu'ils ont mesurés, qu'ils ont observés suite à des démarches d'éco-conception par différents secteurs, différentes boîtes. L'ADEME a publié aussi récemment un baromètre, alors c'est plus une enquête qu'une réelle étude, mais ça donne aussi des éclairages sur qui fait d'éco-conception et qu'est-ce que ça apporte. Voilà, ça fait partie des études les plus récentes dont j'ai connaissance. Moi, je ne sais pas si d'autres personnes veulent compléter. Donc, j'ai mis les liens dans le chat. Ouais. J'enchaîne, du coup. Merci beaucoup. Avec une autre question sur les enjeux de culture collective, cette fois, au moment de la slide impact du poste de travail, sur l'utilisation, à un moment où on parle d'utilisation, est-ce que c'est la durée de vie ou est-ce que c'est la moyenne d'utilisation avant le renouvellement qui est évoqué? Ouais, alors j'ai fait une réponse dans le chat hein, sur cette question. Généralement, on parle de durée de vie, hein, effectivement, mais la durée de vie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mesurer parce qu'elle se mesure a posteriori quand les éléments sortent du parc. Donc, on fait une estimation de cette durée de vie qui est notamment basée sur des éléments comme la durée de garantie. Par exemple, un poste de travail garanti 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Donc,
donc on part sur la durée de garantie. Souvent, c'est une hypothèse qui peut être prise. Mais dans les faits, peut-être que le poste il est garanti 3 ans, mais qu'on va le garder 4, ou à l'inverse, qu'il est garanti 5 ans, mais qu'on va le garder 3. Enfin, voilà. Donc, c'est une vraie difficulté, mais il faut bien prendre une hypothèse de travail donc, pour chaque type d'équipement. Et typiquement, dans notre organisation, nous, on a une vision assez claire sur les PC portables, mais par contre, sur les écrans, on a des garanties on a des durées de vie qui sont bien au-delà des durées de garantie. Donc, du coup, on est en train d'essayer de s'ajuster à la réalité en mesurant les sorties de parc. Mais du coup, c'est a posteriori, donc c'est des années après, après l'achat qu'on a l'info. Pas si simple. Il me reste 3 questions que j'ai notées. Et après, je vous laisserai lever la main si jamais vous en avez d'autres ou si jamais votre question n'a pas eu de réponse. La première des 3, c'est est-ce que vous avez pu intégrer l'étude du Shift sur la compatibilité des trajectoires carbone et IA dans vos travaux? Ça peut être une réponse courte de type non. Pas en tant que tel, c'est-à-dire que je pense qu'on est plusieurs à l'avoir connaissance et l'avoir en tête, mais je pense pas qu'il ait servi de support là dans les choses qu'on a produites dans ce support. Si la personne qui a posé la question veut nous en dire 2 mots, n'hésitez pas. Moi, je vais enchaîner les questions d'après. Qui était ne pensez-vous pas qu'il est urgent d'adopter des solutions responsables, c'est-à-dire indépendantes vis-à-vis des GAFAM et autres solutions étrangères? Alors, il y a déjà eu quelques réponses dans le chat, il y a déjà eu des propositions en lien avec ça, mais je ne sais pas si le groupe, une personne des groupes aurait quelque chose à en dire, si vous en avez discuté entre vous. Je pense que c'est un sujet qu'on a assez peu abordé, même s'il est très en lien avec l'actualité. On en a assez peu parlé. Je pense qu'on a parlé un petit peu du libre, mais effectivement, on n'a pas forcément abordé ces points sur la souveraineté, même si on voit l'importance que ça prend aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas un axe sur lequel on a poussé trop nos recommandations en tout cas. Et enfin, dernière question de mon côté, de Laurent. Que pense... Alors, je lis sans comprendre ce que je lis. Que pensez du PCF et l'ISO 14067 sont-ils envisagés pour les services numériques? Et y a-t-il une base de données qui les référence? Peux compléter, hein, c'est vrai que donc c'est Laurent David qui parle. C'est vrai que les PCF, c'est Product Carbon Footprint associé au matériel. Donc tout à l'heure sur la photo, on voyait un ensemble de PCF sur des services matériels. Et c'est vrai que pour les services qui sont de plus en plus dématérialisés, au fait, je ne sais pas s'il y a une base de données qui fait référence sur le sujet. Je sais que l'ADEME ponctuellement à évaluer des services, mais ça reste un peu à la marge. Au fait, est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser? Et qui dit PCF dit méthodologie de calcul, et je ne sais pas si c'est l'ISO 14067 qui est la référence là-dessus, et comment peut-on s'assurer que le chiffre est bon et pas faux, quoi. La question elle était décalée, mais Ouais, non, on l'a eu, mais je pense que quand on ne sait pas, il faut savoir le dire. Donc, moi, je n'ai pas de réponse. pas de problème. Non, mais ça fait partie des questionnements que j'ai et sur lequel, en fait, j'essaie de faire avancer le schmilblick, en fait. Je me dis que si on avait un moyen de mesurer, en fait, et de faire en sorte que quand on achète un service numérique, on nous présente le prix et le coût carbone, et si ça pouvait être standardisé avec une méthodologie non biaisée ou moins biaisée qu'une autre, on va dire, ça serait top. Mais encore faut-il que ce soit demandé par les clients et que ce soit quelque chose qui soit de plus en plus attendu. Ah oui, alors là, ce à quoi ça me fait penser, c'est dont a parlé Cécile, là, le closier numérique responsable, hein, qui a été produit par l'INR.
ça a vraiment cet objectif d'influencer son écosystème par, il faut être modeste, c'est-à-dire pour l'instant par des questions qu'on va poser à minima pour forcer nos interlocuteurs, nos fournisseurs, tout ça, à se les poser et idéalement dans un second temps de les prendre en compte pour les classer ou pour les sélectionner. Mais là, on a l'écueil un peu des achats, combien de surcoûts on est prêt à mettre à ceux qui sont mieux disants, des choses comme ça. Il y a tout un pan effectivement d'influence qui passe, à mon sens, pas mal par les achats responsables et par ce qu'on est capable de mettre comme contrainte ou questionnement dans nos appels d'offres. Oui, oui. C'est un Et c'est moyen vrai que si vous important. posez la question, c'est déjà influer les entreprises qui délivrent les services. Parce que ça veut dire qu'ils vont se dire, ah, ils nous le demandent, ben, il va falloir qu'on travaille ce sujet-là, quoi. Tout à fait. Une bonne remarque, en tout cas. Merci. Je ne sais pas s'il reste des questions. Il y a eu une question dans le chat où il y a eu plusieurs réactions, par exemple, sur la capacité de débrancher certains ordinateurs pour lesquels le câble de chargement sert aussi à autre chose. Et donc, on ne peut pas trop le faire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on pourra conclure. S'il y a des personnes qui ont des remarques de fin, n'hésitez pas. Alors, on a la chance d'avoir Franck, mais je vois qu'il est dans le TGV, il nous a répondu. Franck Pramoton, qui est un expert numérique responsable, qui donne plein de petites recommandations dans le chat. Alors, je te remercie, Franck, au passage, de s'être connecté et d'apporter toutes ces précisions et ces détails sur les éléments. Il y a justement une question de Franck. Avez-vous avancé des recommandations sur le concept de terminal banalisé de longue durée, sans logiciel propre lourd installé? Alors là, je dirais non. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet qu'on a abordé, mais c'est effectivement une idée qui consiste à dire que le terminal il est entièrement léger et du coup il est détaché des contraintes structurelles qui peuvent y avoir de l'entreprise. Voilà, et ça c'est valable peut-être dans des entreprises où la sécurité le permet, parce que souvent c'est des éléments de sécurité qui peuvent être bloquants par rapport à ça. Network computer, ouais, exactement. Il est 13h, donc on va s'arrêter là, on va faire une dernière petite conclusion. Je profite d'un dernier mot de la fin pour remercier encore tous les participants du groupe et les animateurs, animatrices, Anne, Clément et Nathalie, et également ceux qui ont travaillé sur les infographies, André et Adrien, qui sont les graphistes qui ont travaillé sur ces infographies. Et j'en profite pour dire une dernière chose, après je te laisse peut-être la main pour un dernier mot, Paul, que sur les sujets qu'on a abordés, il y a plusieurs fois l'idée de négocier avec les directions qui sont revenues, et ça tombe bien, parce que c'est le thème de notre prochain webinaire qu'on va faire la semaine prochaine. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez vous inscrire sur le même lien, et sinon vous recevrez tout information, infographie dans le mail de récap qu'on vous enverra après ce webinaire avec le replay du webinaire. Et voilà pour moi.